On fait à peu près 10 minutes de questions-réponses. Avec le micro. Celui qui veut parler, lève le bras. D'accord? On met le micro devant. Pensez juste à qu'on comprenne bien ce que vous voulez dire. Donc réfléchissez un peu à votre question. Pas de questions trop compliquées et trop longues. Du genre, je voulais savoir comment ils ont gagné le dernier titre. C'est un peu long. Posez des questions directes. Je suis sûr que vous avez des questions directes. C'est bon? Tout est enregistré. On y va? Première question. Laurent, tu m'accompagnes? Alors, il dit ici, ça suffit. Ils le tiennent là comme ça, ou tu leur tiens toi? Peut-être votre... Ouais, ça arrive. Hein? Ça arrive l'eau. Alors. Allez, on y va. Parlez assez fort comme ça tout le monde peut l'entendre. Comment vous arrivez à gérer les creux dans une carrière, que ça fasse un peu les montagnes russes à des moments comment vous arrivez à gérer ça? Parlez bien fort. Comment on arrive à gérer les creux dans une carrière? Les moments où on est bien, puis les moments où on est un petit peu moins bien. Comment on arrive à gérer ça? Tu veux répondre ou tu veux... On fait plusieurs. Je pense qu'on a chacun aussi nos moyens. Mais déjà, oui, c'est une bonne question parce que on pense que même quand on est sportif de haut niveau, on pense que c'est toujours comme ça, que c'est... Mais tu as raison de le dire, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus durs, plus difficiles que d'autres. On n'est pas toujours bon, il y a des moments où on est moins bon, il y a des moments où on a des problèmes à la maison, des problèmes physiques. Donc ça, c'est une réalité. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'est de penser que le handball, c'est pas que le terrain, c'est pas que gagner ou perdre, c'est aussi d'autres choses. Le handball, pour moi, c'est venir à l'entraînement, retrouver mes copains, mes amis, échanger avec eux, prendre du plaisir à l'entraînement. Et donc le match, c'est une finalité, mais il y a plein de choses autour. C'est pendant les déplacements, faire des jeux de société, jouer aux cartes avec mes copains, échanger, parler aussi d'autres choses. Et quand dans les moments où c'est plus difficile, je pense que c'est important que vous vous appuyez aussi sur vos copains, les coéquipiers qui sont autour de vous, vos parents, vos entraîneurs. Faut pas rester seul quand on a des coups de moins bien. Je pense que c'est important d'échanger et je pense que ça peut vraiment vous aider. Et c'est aussi pour ça que voilà, le handball, c'est un sport collectif. On ne peut rien faire tout seul. On a besoin des autres pour avancer et ça, il faut le garder en tête. Et moi, cette question, c'est la question de la résilience. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on est bon, c'est facile. Momo, caisse noire, dans la caisse d'équipe, quand ça sonne le téléphone, quand on est en réunion, normalement, ça pompe. Allez hop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5, 8,5, 9, 8,5, 9 et 10. Merci Momo. Il doit avoir la sonnerie, c'est le directeur. Il répond aux urgences. Normal. Donc la question c'est quand tout va bien, c'est facile parce que quand tout va bien, c'est très facile à gérer. Le truc le plus dur quand tout va bien, c'est de ne pas penser qu'on est une superstar parce que c'est là qu'on fait l'erreur. Mais ne vous inquiétez pas, ça tout le monde l'a fait. Quand tout va bien, on met des buts, on pense qu'on est le meilleur au monde. Tôt ou tard, on va se prendre un mur et on va prendre un mur et on va se calmer un petit peu. Mais le plus dur, c'est quand ça va pas bien, quand on n'est pas bon dans un match, qu'on commence à rater des tirs, qu'on commence à perdre confiance, qu'on pense qu'on a fait perdre notre équipe. Et ça va être un test dans le sport, mais dans la vie aussi, de tous les jours. Et en fait, c'est qu'est-ce que vous faites de l'échec. Et c'est pour ça, le sport, c'est important parce qu'il n'y a que le sport qui vous apprend l'échec. Qu'est-ce qu'on fait quand on rate, quand on n'est pas bon, quand on n'est pas bon pour ses coéquipiers. Et ça s'appelle la résilience. Et moi, une de mes plus grandes leçons que j'ai eues, quand j'étais jeune, j'étais le meilleur toujours dans mon équipe. Je mettais plein de buts, j'étais le meilleur joueur. Et à 15-16 ans, on fait les intercomités, on joue les comités les uns contre les autres. Et je fais un match où je ne suis pas bon. Je mets un but, puis je rate 2 tirs. Et après, j'ai eu peur. J'ai eu peur de continuer de mal jouer. Et on est rentré à la maison après, on a perdu le match. Et mon père, j'étais en voiture avec lui, c'était mon père qui était mon entraîneur à ce moment-là. Il me dit qu'est-ce que tu as pensé de ton match? Je lui dis écoute, je suis triste, je suis déçu, j'ai été mauvais. Il me dit tu veux avoir mon opinion? Je dis oui, je veux bien. Il m'a dit mais en fait, moi je ne suis pas triste parce que tu as été mauvais. Je suis triste parce que tu as arrêté de jouer. Tu as eu peur de continuer. Tu as raté 2 tirs
tu as raté 2 actions et après tu as baissé la tête, tu as baissé les bras, tu n'as plus osé continuer. Donc tu as joué pour ne pas faire d'erreur. Donc si un petit match d'intercomité te fait peur, ton rêve c'est d'être le meilleur au monde, de jouer, d'être pro, bah, tu vas voir la pression à ce niveau-là, elle est immense. Donc si à ce niveau-là tu as peur parce que tu as fait 2 échecs, bon, autant arrêter tout de suite. On arrête tout de suite ton projet d'être le meilleur joueur au monde, d'être pro, on arrête et tu réfléchis. Donc c'est la première fois où je me suis retrouvé face à la question de l'échec, qu'est-ce que je fais? Et à partir de ce jour-là, le lendemain, j'ai dit à mon père, non, je veux continuer. Et ce jour-là, j'ai compris une chose, c'est qu'à la fin d'un match, et c'est pareil pour dans la vie tous les jours, à la fin d'un match, mon évaluation, mon auto-évaluation, c'était pas combien de buts j'ai mis, même si j'étais content quand je mettais plein de buts, c'était quelle attitude j'ai eue? Est-ce que j'ai eu peur de jouer? Est-ce que je suis sorti en ayant osé, en ayant tenté, même si j'ai eu un petit échec ou 2, mais en n'ayant pas baissé la tête et baissé les bras? Donc ça m'a servi dans toute ma carrière parce que ça m'a servi en arrivant jeune dans une équipe. Tu me parlais tout à l'heure, j'arrive dans une équipe. Moi, je suis arrivé en équipe de France, j'avais 18 ans. Je suis arrivé en équipe première de Montpellier, j'avais 16-17 ans. Donc quand tu es jeune, tu arrives comme ça, tu joues avec tes idoles, ben, normalement, tu as peur, tu fais juste des passes et tu n'oses pas. Et moi, cette leçon, elle m'a servi parce que je me suis dit non, quand j'arrive sur un terrain, je donne tout. Je me bats, je suis un guerrier et je sors de là en m'étant dit, même si j'ai eu un échec, j'ai pas peur. Et après, pendant ma carrière, j'ai appris à même quand je suis pas bon, je suis bon. Ça veut dire, ben, y a un match, je vois que je suis pas bon au tir, ça rentre pas parce que manque d'efficacité, c'est pas grave. Il y a plein d'autres domaines dans un match, la défense, la montée de balle, les passes décisives, l'état d'esprit avec mes coéquipiers, je les encourage à aller. Donc un match, c'est pas que des tirs, c'est aussi beaucoup de choses. Donc pourquoi j'étais le meilleur joueur au monde aussi? Parce que ben, même quand j'étais mauvais, j'étais bon. Même quand j'étais mauvais, j'étais utile à mon équipe. Et donc ça, je l'ai appris avec l'expérience, avec l'âge. Voilà. Comment vous gérez l'énervement pendant un match? L'énervement. Bah déjà, comment on gère l'énervement? Bah déjà, quand tu arrives au plus haut niveau, tu te rends compte que ben, le moindre détail compte. Et en fait, tu n'as pas beaucoup le temps de t'énerver parce que si tu perds ne serait-ce qu'une demi-seconde à t'énerver contre l'arbitre, contre toi-même, contre tes coéquipiers, ben, on disait donc tout à l'heure, ton joueur, tu dois garer ton joueur, ben, ton joueur il est déjà à 5 mètres devant toi. Donc ça veut dire que non seulement tu as fait une première erreur, tu t'es énervé, mais derrière, ouais, tu t'énerves, tu perds et du coup tu fais une deuxième erreur tout de suite derrière. Donc ça veut dire qu'au plus haut niveau, en vrai, tu n'as pas le temps. Si tu fais ça et que tu commences à perdre de l'énergie là-dessus, derrière, tu es mort. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'énervement, ben, le truc, c'est que, pareil, quand tu t'énerves sur le terrain et que tu perds un peu du temps, que tu râles sur les arbitres, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu te sanctionnes toi, mais tu sanctionnes aussi tes coéquipiers qui, eux, se battent et vont devoir replier pour toi et vont devoir pallier à ce que tu as fait, à ton erreur. Tu vas contre tes entraîneurs, tu vas contre tout le projet de l'équipe. Donc en vrai, c'est pour ça qu'on essaye d'éliminer au maximum tout ce qui est énervement, etc. Parce qu'on n'a plus le temps. Et puis, il faut savoir aussi que même si on pense, en fait, quand on s'énerve, qu'est-ce qu'on fait? On ne cède pas. Comme le disait tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est arriver à avoir la mentalité de, dès que j'ai fait une erreur ou dès que j'ai fait quelque chose qui n'était pas la bonne chose, ben, de tout de suite arriver à passer à autre chose. Parce que si vous restez dans l'erreur que vous venez de faire, que vous restez un peu dans le… Eh bien, ça ne va pas vous servir et vous allez continuer à ruminer vos erreurs, etc. Donc le but, c'est même dès que vous faites une erreur, c'est d'essayer de l'oublier le plus vite possible et de vous projeter et de passer à l'action d'après. Lucas a raison. Et moi, comment je gérais la frustration, l'erreur, la colère? Ça s'appelle la gestion des émotions. Et ça, le sport, c'est génial parce que vous allez vivre des émotions de frustration, de colère, de joie. Et vous allez apprendre à les gérer. C'est ce qui va faire la différence et ça va vous apprendre dans la vie aussi. Et c'est ce que disait Lucas. Comment on gère? C'est de la concentration. C'est, j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Je suis toujours concentré. Je sais à chaque instant ce que j'ai à faire sur un terrain. Donc j'ai raté un truc. C'est quoi le prochain truc? C'est repli défensif. Donc j'ai pas 2 secondes où je me lamente. Ah, c'est ta faute. Non, tout. Je sprint. Je suis en défense. J'ai fait une erreur. C'est pas grave. Engagement rapide. Donc concentration, travaillez votre concentration, ça c'est super important, personne ne vous l'apprend. Travaillez la concentration, d'être connecté au jeu. La balle, on vous parlait toujours regarder la balle en défense, c'est des choses simples, mais c'est plus dur quand c'est plus simple. Et après, la frustration, c'est ce que disait Lucas. Le plus dur, c'est de ne pas la laisser nous faire perdre du temps. Mais la frustration, la colère, ça peut aussi être,
si vous apprenez à la gérer, moi j'ai appris, mon papa m'a appris ça. Quand j'étais en colère, dès que je faisais des gestes d'énervement, il me sortait. Et par contre, j'ai appris du coup à la colère. La colère, c'est aussi une énergie. Ah, il y a eu un adversaire qui m'a mis un mauvais coup, il y a une arbitre qui a sifflé quelque chose contre moi, ça me provoque de la colère. Ok, la colère, je vais l'utiliser après en défense ou je vais l'utiliser en attaque. Il y a ce joueur-là, toi tu t'es foutu de ma gueule, tu m'as branché, tu es venu marquer, tu m'as tiré dessus. Ok, la prochaine attaque, sois prêt parce que j'arrive. Et là, ma colère, je l'ai maîtrisée. Elle est là, et par contre, je vais aller t'attaquer après, et je vais me servir de cette colère, et je vais prendre de l'énergie de cette colère. Et là, je vais tout donner. Là, il faut que tu sois prêt. Tu m'as provoqué, je réponds. Il y a 15 000 personnes croates qui me sifflent, qui m'insultent parce que c'est les champions du monde, la finale. Ok, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais m'en servir. J'arrive face à face, finale des championnats du monde en Croatie avec Ivano Balic. Ici, front contre front, qui m'insulte, il insulte mes parents. Je reste tranquille, je ne réponds pas parce que je sais qu'il veut que je m'énerve, que je le pousse, que je fasse une mauvaise action. Donc c'est ça la gestion des émotions. C'est comprendre ce que l'autre il veut déclencher chez toi. Et si jamais il déclenche de la colère, je ne réponds pas. Mais par contre, dans 2-3 actions, il va voir, je vais lui rendre, je vais lui marquer dessus. Et là, je vais le regarder et je vais lui dire, voilà, reviens bonhomme à l'action d'après, je suis prêt, je t'attends. Donc si vous comprenez ça, concentration et contrôle de la colère, ne laissez pas vous faire des gestes incontrôlés, 1-2 minutes, un mauvais geste en défense. Par contre, utilisez-la pour être concentré, pour être vigilant, pour avoir encore plus de force. Déjà, pareil, vous aurez fait beaucoup de choses et vous aurez appris pas mal sur la gestion des émotions. Je prends encore une question. Oui, bien sûr. On passe à la tombola. Voilà. Est-ce qu'on prend encore une ou deux questions? Je ne veux pas vous frustrer, parce que sinon vous allez être en colère et vous allez me taper, et je ne veux pas. Mais il vous a dit qu'il faut me taper plus tard. Donc Voilà. combien il y en a qui aimeraient encore poser une question, qui sont venus en se disant j'ai cette question, j'ose pas la poser. Moi je peux la poser pour vous, vous me le dites dans l'oreille, je peux la poser pour vous. Est-ce qu'il y en a comme vous, comme ça? Paul, tu as une question? Réfléchis là, réfléchis là. Il y en a d'autres ou pas? Oui, je vais te laisser la parole, je t'ai vu. Ok, ça marche? Il y en aura une autre après? Ok, ça marche? Là. L'INSEE, ça marche. Ok. Donc ce que vous faites, c'est que tu donnes après à l'INSEE et tu donneras à Savé là-bas. Ça marche. Comment vous faites pour gérer la pression par exemple dans les grands moments, comme tu as dit, dans les championnats du monde en Croatie, mais aussi quand en jeune, il y avait des sélections importantes pour jouer plus haut, pour être sélectionné? Comment on gère la pression avant les grands matchs, avant les sélections de jeunes, avant les moments importants? En fait, soyez rassurés, la pression, il n'y a pas de recette magique. On la ressent tous avant des grands matchs, que ce soit des championnats du monde, une finale de championnat du monde, avant une sélection de jeunes. Chaque match, si on ne ressent pas de pression, c'est un peu bizarre parce que justement, quand on est passionné, on a envie. Chaque match est un championnat du monde et donc on se donne le meilleur. Donc n'ayez pas peur, la pression c'est normal, le doute c'est normal, on doute tous et ça nous pousse à être vigilants, ça nous pousse à être concentrés sur un match. Donc il ne faut pas avoir peur de la pression, il faut juste apprendre à vivre avec et juste ne pas laisser ce que je disais tout à l'heure, la pression. Tu vas voir, normalement, une fois que le coup de sifflet il est parti, la pression, on est sur le terrain, c'est notre zone où on se sent bien. Là, elle disparaît et on joue. Et le match il passe et après il n'y a plus de pression, on est content, le match est fini. Donc n'aie pas peur, la pression elle est là, quoi qu'il se passe, tu l'auras. Moi j'ai appris qu'à la fin de ma carrière, vers 38-39 ans, la pression à l'enlever. Parce que pourquoi on se met la pression? On se met la pression parce qu'on a envie d'être bon et on a envie de gagner. C'est ça. Sauf que c'est deux choses qu'on ne contrôle pas. Tu peux être le meilleur au monde, faire ton meilleur match et tu peux perdre parce qu'il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas. Donc comment on s'enlève la pression? C'est en mettant des objectifs clairs. C'est quoi des objectifs clairs? Je viens sur le match. Si je me dis j'ai envie de gagner, il faut que je gagne à tout prix. Ça c'est trop flou. C'est pas dans ton contrôle à toi. Moi ce qui est en mon contrôle, toi tu es par exemple, moi je suis arrière gauche. Je sais que ce qui est en mon contrôle, déjà c'est ma concentration sur le terrain, ce que j'ai parlé, et mon état d'esprit. Je suis un guerrier en attaque, en défense, je me bats sur tous les ballons. Déjà ça
Ça, c'est mon objectif à chaque match. Je sais que c'est quelque chose de très clair, de très facile à faire, l'objectif. En face, le gardien, ben, je l'ai un peu étudié. Je sais qu'il a tendance à baisser les bras, je sais qu'il a tendance à faire cette parade. Donc je vais me dire, mon objectif, ça va être de tirer plutôt en haut. Voilà, des choses très simples. Mon attaquant, dans le duel, il a tendance à beaucoup faire ronde de bras. Donc je vais me concentrer sur le ronde de bras et je vais laisser le duel interne. Des choses très simples de concentration, que je me mets des objectifs avant le match. Déjà ça enlève la pression parce que je ne me dis plus, j'arrive sur le match, il faut que je gagne, il faut que je sois le meilleur. Non, j'arrive sur le match, il faut que je sois concentré, il faut que je sois un guerrier, que je cours partout et que je ne prenne pas externe, en défense et en attaque, mes tirs, je vais tirer plutôt là. Facile, ben ça m'enlève beaucoup de pression parce que c'est des objectifs très clairs qui sont entre mes mains et qui sont faciles à appliquer. Donc voilà comment moi j'ai appris à m'enlever la pression. Parce qu'avant, je me mettais énormément de pression à chaque match. Je me disais, il faut que je sois le meilleur au monde. Et ça met une pression de fou. Et petit à petit, j'ai appris à me préparer au match, à étudier l'adversaire et à m'enlever de la pression comme ça, en me fixant des objectifs simples sur un match. Très simple. Ouais, moi, si je devais rajouter un truc à tout ce qu'a dit Nico, c'est que je pense qu'au fur et à mesure, plus vous gagnez en niveau, plus vous jouez des matchs, vous êtes de meilleurs, vous avez des compétitions qui sont de plus en plus importantes, c'est que des fois, de temps en temps, on a tendance à oublier aussi pourquoi on a commencé le handball. Pourquoi tu as commencé à jouer. Tu as commencé à jouer quand tu étais petit parce que c'était ta passion. Tu prenais du plaisir, tu étais avec tes copains. Et plus on avance, des fois, on a tendance un peu à oublier ça, notamment nous, dans nos carrières professionnelles, parce qu'on a des matchs tous les 3-4 jours, on a énormément de pression et de temps en temps, on a tendance un peu à perdre ça. C'est vrai que moi, notamment ces dernières années, j'essaye de me reconnecter un peu à ça aussi, au plaisir que ça me procure de jouer au hand, parce que ça reste un jeu. Oui, certes, il y a de la pression, mais on fait ce qu'on aime. On est là pour prendre du plaisir sur le terrain. Comme je disais tout à l'heure, on est là avec ses copains. Tu parlais de la pression, comment gérer. Ça aussi, c'est important. Quand, avant des gros matchs, connecte-toi avec tes coéquipiers, échange avec eux, parce que tu sais que tu n'es pas seul sur le terrain. Tu as ton gars à côté de toi, vous êtes ensemble, vous êtes des guerriers, vous allez y aller ensemble, il va t'aider quand toi tu vas être dans le dur, toi tu vas l'aider quand tu vas être dans le dur. Donc ce truc-là aussi, on est ensemble, on y va ensemble. Et toujours, voilà, pensez aussi au plaisir, parce que des fois on a tendance à l'oublier. Et en vrai, quand on pense à ça, au jeu, c'est là où on est le meilleur, parce que c'est là où on s'enlève un peu de pression. Donc pas oublier ça aussi. Moi, ma question, c'était, c'est quoi la différence de vie entre la vie professionnelle et la vie en départemental? Est-ce que vous avez vraiment eu un changement quand vous êtes devenu pro? Moi, je dirais, c'est quoi la différence entre la vie professionnelle et la vie, par exemple, en départemental? Il y a une différence bien sûr dans l'équipe, dans la structure, dans tout ce qui est accompagnement, l'entraîneur, le préparateur physique, la vidéo, tout est plus sérieux, mieux préparé, plus exigeant, on attend plus de soi. Mais au final, par exemple, pour moi, ce qui a aussi été pourquoi j'ai réussi, c'est qu'on dit souvent professionnel. Professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire être payé pour ce qu'on fait. Mais en fait, moi, même quand j'étais pas payé, quand j'étais jeune, à votre âge, j'étais déjà pro. Qu'est-ce que ça veut dire être pro? Ça veut dire, quand on est à un entraînement, être hyper attentif, s'entraîner à fond, écouter les consignes de ses entraîneurs, regarder les matchs, tous les matchs qui passent à la télé, s'inspirer de ce que font nos idoles, comment ils jouent, essayer d'être curieux, d'apprendre. En fait, je vois des pros, ils ne sont pas pros. Je vois des pros, ils sortent les veilles d'entraînement. Mais ça, c'est pas pro. Donc pro, pour moi, ça veut rien dire. Pro, c'est comment tu te comportes toi par rapport à tes objectifs, si tu veux, par rapport à ta pratique, que ce soit le hand, le sport ou autre chose. Donc oui, il y a des différences dans les structures, mais avant tout, c'est qu'est-ce que toi tu fais, quelles sont tes ambitions, comment est ta passion et qu'est-ce que tu fais. Comment tu t'entraînes. Tu peux toujours t'entraîner à côté, aller courir, aller faire des exercices physiques, à l'école, écouter tes parents, être intelligent, parce qu'après, quand tu vas progresser, tu vas devoir faire des interviews, on va te demander des interviews, on va te demander ton avis, de répondre, on va te demander, tu vas partir dans un club étranger. Si tu ne parles pas anglais, ça va être très compliqué de comprendre les consignes. Donc être pro, c'est ton comportement et ton attitude. Et donc, oui, il y a une différence, mais moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'étais pro avant l'heure. C'est-à-dire, quand je faisais quelque chose, j'étais à fond dedans. L'entraînement, j'étais à fond dedans. Une fois que je sortais de l'entraînement,
J'étais un jeune normal, j'apprenais, plaisir et tout, mais donc pro, voilà, c'est aussi ton comportement vis-à-vis de toi, ton attitude et comment tu t'investis dans ce que tu fais. Est-ce que vous avez peur de l'échec? Est-ce qu'on a peur de l'échec? Ouais, c'est un peu la question tout à l'heure, on parlait de la pression, de la peur de l'échec. Oui, on l'a, mais je pense que c'est plus tu avances dans ta carrière aussi, peut-être plus tu arrives à mieux gérer ce genre de choses. Mais oui, moi j'ai eu la peur de l'échec, bien sûr. Et en fait, ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est que on a l'impression que derrière l'échec, il y a un ravin avec 10 mètres et je vais tomber, je vais rater. En fait, comme disait Nico tout à l'heure, son anecdote quand il était petit, il disait qu'il a eu peur, il n'a pas continué. Et en fait, c'est que ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est qu'en fait, derrière l'échec, juste derrière, eh ben, c'est la même chose. Ça continue, le sol il est à la même taille, vous allez continuer à marcher, il n'y a pas de ravin, il n'y a rien en fait. Se rendre compte que derrière l'échec, en fait, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Et quand vous allez comprendre ça, eh ben, c'est là où vous allez vous rendre compte que vous allez oser plus, comme disait Nico tout à l'heure, parce qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de cet échec. Parce que la vie, elle continue derrière et on a l'impression des fois, ben, si je vais rater ce tir, si je vais rater, derrière c'est fini. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, j'en ai raté des tirs dans ma carrière, mais en fait, il y a un match d'après et un match d'après. Et tu as toujours une autre chance. Et en vrai, le seul truc qui est négatif je pense, c'est que j'ai fait mon tir, je l'ai raté, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est ça le plus… Là, par contre, c'est si je tire, je rate, mais je sais pourquoi, parce que j'ai été exigeant, j'ai écouté mon entraîneur, il m'a dit « Ah ben là, tu as raté parce que tu as sauté comme ça. » Ben là, c'est-à-dire que j'ai appris quelque chose. C'est-à-dire que la fois d'après, je vais tirer, je vais l'avoir en tête, et ben je vais mieux sauter, je vais me décaler. Je vais peut-être encore rater, mais je l'aurais mieux fait. Il va me le redire, troisième fois, je vais encore le mieux faire. Donc c'est ça, en gros, c'est que ne faut pas avoir peur de l'échec parce que s'il est bien encaissé, c'est comme ça que vous allez progresser, ce qui va vous rendre meilleur. C'est le fait de faire des erreurs. Si on ne fait pas d'erreurs, on ne peut pas progresser. Donc c'est ça. Et rends-toi compte qu'en fait, derrière ces échecs, ces tirs, il n'y a pas grand-chose. C'est juste comme disait Nico, de pousser la porte, d'y aller, pas se poser de questions et tu vas voir que tu vas continuer à progresser. Tout à fait d'accord avec Loulou. Il faut détester l'échec, mais il ne faut pas en avoir peur. Et derrière chaque échec, il y a une leçon et c'est à vous de la découvrir. C'est ce qu'on appelle la résilience. Le seul vrai échec que nous, par exemple, dans nos équipes, on ne tolérait pas, c'est la mauvaise attitude. C'est on baisse les bras. C'est on pense qu'on est le meilleur et on ne fait pas les efforts. On ne se donne pas à fond, on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes. C'est le seul échec qu'on pourra peut-être vous reprocher, c'est juste ça, c'est l'attitude. On n'a pas le droit de perdre parce qu'on a eu une mauvaise attitude. On n'a pas le droit de perdre parce qu'on a baissé les bras, parce qu'on a pensé. Et si on donne tout, il n'y aura pas d'échec, il y aura des erreurs et ce sera à vous de découvrir, vous allez être aidé par vos coachs, comment vous pouvez vous améliorer. Mais le seul vrai échec, c'est l'attitude. C'est l'attitude sur le terrain, c'est l'état d'esprit, c'est le comportement. On se donne à fond, on apprend, on est là pour ses coéquipiers. Si on n'a pas ça, là c'est un vrai échec et on n'avancera pas. Ceux qui ont pas peur de l'échec, ça veut dire qu'ils ont… Derrière chaque échec, il y a quelque chose à apprendre. Et c'est pareil dans le sport, c'est pareil dans la vie, parlez-en à vos parents, à tout le monde, c'est ça. Donc détestez l'échec, n'en ayez pas peur. La chose que vous avez en contrôle, c'est votre attitude. Soyez curieux, donnez-vous à fond, battez-vous et apprenez. Et vous pouvez apprendre tout le temps, jusqu'à 40 ans, jusqu'à même après. Comment vous avez vécu le fait d'être coaché par votre père? Comment j'ai vécu d'être coaché par mon papa? Ça a été, pour moi, ça a été un déclic quand mon papa s'est mis à me coacher. Ça a été un déclic parce que notre papa était joueur de handball professionnel, il était gardien de but en équipe d'ex-Yougoslavie professionnelle. Après, il était coach en France et ça a été notre coach quand on était tout petit. Donc pour moi, ça a été un déclic quand il s'est mis à me coacher parce que ça a provoqué quelque chose chez moi, c'est que j'ai voulu le rendre fier et je me suis servi de cette énergie-là pour vouloir être le meilleur sur le terrain. Après, ça n'a pas été facile parce que il était plus exigeant avec moi qu'avec les autres enfants.
Et donc je devais être exemplaire sur le terrain, même quand j'étais en colère. Donc il était exigeant et donc parfois dur avec moi, mais c'était génial parce que j'ai toujours beaucoup appris, il m'a toujours challengé, il m'a jamais poussé, il nous a jamais poussé, il a vu que cette passion et cette envie, elle venait de nous. Donc ça a été un privilège. Et donc il nous a beaucoup aidé dans notre carrière, dans nos progressions quand on était petits. Il nous a appris l'échec, il nous a appris la curiosité, à toujours être curieux, à demander au coach quand on croisait des joueurs, à poser des questions. Il nous a appris à progresser, il nous a appris à aimer, à progresser, il nous a appris à aimer, à nous entraîner. Donc le travail, que ce soit l'école, le hand, le sport, a toujours essayé de progresser physiquement, intellectuellement. Donc ça a été une grande leçon pour nous et donc ça a été une chance énorme d'avoir un papa qui nous a guidés. Et c'est là qu'on a appris aussi qu'on réussit jamais seul, ce que disait Luca tout à l'heure. C'est qu'on réussit jamais seul, on a toujours une équipe autour de nous, nos parents, notre famille. Les parents sont très importants aussi, ils sont à vos côtés, ils sont là pour vous aider. Donc voilà, vous avez toujours autour de vous des personnes, n'hésitez pas à demander conseil, à être curieux, à parler, à oser, à demander. Donc ça c'est quelque chose qui nous a toujours appris et qu'on a gardé même jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes coaché par ton papa? T'es coaché par ton papa? Quel est le meilleur gardien contre qui vous avez eu le plus de difficultés dans votre carrière? Le meilleur gardien contre qui on a le plus de difficultés dans notre carrière. Alors, moi le meilleur gardien avec qui j'ai joué, c'est Thierry Omeyer. Sauf que Thierry, j'ai eu la chance de beaucoup plus jouer avec lui que contre lui. Donc j'ai pas souvent joué contre lui, j'ai plutôt été dans les équipes avec lui, donc ça c'était une chance. Après il y avait un grand gardien qui s'appelait Arpad Sterbik, qui était le gardien de l'équipe d'Espagne, contre qui j'ai perdu quelques finales de Ligue des Champions, 2 finales de Ligue des Champions, 3 finales même de Ligue des Champions contre lui. Mais par exemple, moi j'étais pas en difficulté contre lui, je marquais des buts, mais c'était mes coéquipiers qui étaient plus en difficulté, mais c'était un grand gardien. Et puis dans les gardiens récents, il y a Niklas Landin, le gardien danois, qui est très très fort, contre qui on a pu perdre, ou le gardien Nielsen aussi. Toi, t'as qui, Luca, en tête? Non, mais en vrai, c'est dur comme question parce qu'on a raté des tirs contre plein de gardiens, tu vois. C'est plus. Je pourrais pas te sortir un gardien, tu vois, comme ça, qui m'a fait faire des cauchemars, mais. Après, en vrai, à la fin, c'est toujours toi qui as sur le tireur, le gardien, il est en réaction. Donc c'est toujours le tireur. Donc c'est toujours aussi de vous dire que quand vous êtes face à un gardien, c'est vous qui contrôlez la situation. Parce que c'est vous qui avez le ballon en premier, c'est vous qui sautez. Et lui, il est obligé de s'adapter. Donc en vrai, toujours se dire que c'est moi qui contrôle la situation. Même si le gardien, il va essayer de vous piéger, il va vous faire des choses. Mais essayez d'avoir toujours ça à l'esprit que c'est vous qui avez la première arme, quoi. Pour moi, actuellement, les 5 meilleurs gardiens, c'est Nielsen, le Danois, je dirais Wolf, l'Allemand. Après, je mettrais, même s'il revient de blessure, Gonzalo, Pérez et Vargas, l'Espagnol. Et après, tu compléterais avec qui, Loulou, toi? Ouais. Je m'appelle. Tu mettrais qui, toi? Rodrigo. Green. Yannick Green. Ouais, qui est très bon. Yannick Green, très bon gardien aussi. Ouais, il y en a plein. Rodrigo, Mikler. Le gardien, le Milosavljev. Milosavljev, ouais. Le gardien de Berlin, le Serbe Milosavljev, qui est très bon aussi. Ah, et bon, on a Charles Bolzinger, le parrain des stages, qui a fait, bon, cette saison peut-être un peu. L'année dernière, il a fait une grande saison. Là, il va partir à Flensburg dans quelques temps. On compte sur lui. Debs Desbonnets a fait une très bonne saison avec Montpellier aussi. Le petit Loredan, là, de Limoges. Gauthier. Gauthier Iva. Gauthier Iva qui a fait une très bonne saison à Limoges aussi. Comment il s'appelle celui de Tremblay? Rubens. Rubens, ouais. De Tremblay, qui est un gardien français qui a fait une très bonne saison. On a quelques-uns.
On prend la dernière question? Allez. Du coup, moi, ma question, c'était en tant que frère, vous avez forcément dû être comparé. Mais du coup, comment vous avez vécu la comparaison entre vous deux sur les matchs et avec les parents? Du coup, je pense que Entre frères, comment on a vécu la comparaison. la comparaison entre frères? Je pense que pour le coup, c'est plus moi qui étais confronté à ça que Nico, parce que Nico, c'est l'aîné. Il a réussi très jeune. Comme il disait, à 17-18 ans déjà, il était presque au sommet du hand. Et c'est vrai que moi, en plus, à ce moment-là, je faisais même pas, je faisais du tennis, parce que j'ai eu une grande partie de ma jeunesse où j'ai fait du tennis. Je faisais plus de hand. Et c'est vrai que quand moi j'ai repris le hand à presque 19 ans, forcément j'ai été beaucoup comparé à Nico, surtout que je reprenais le hand assez tard. Donc oui, j'avais pas mal de questions autour de moi, pas mal de pression, mais moi je l'ai jamais mal vécu parce que on a une relation qui est tellement saine depuis qu'on est tout petit. Que pour moi, ça a toujours été, j'ai toujours été fier, ça a toujours été une chance d'être, à l'époque on disait le petit frère de Nico. Moi j'étais content quand on disait ça, j'étais fier en fait. Et quand Nico réussissait, moi et qu'il gagnait des titres, moi j'ai l'impression que c'est moi qui avais la médaille autour du cou et c'est moi qui soulevais le trophée. Et donc j'ai eu cette chance-là d'être inspiré par lui très jeune et du coup d'avoir quelque part aussi. C'était mon frère, mais c'était aussi quand même une idole. Et de le côtoyer comme ça au quotidien, ça a été une chance pour moi. Mais parce que voilà, comme on disait tout à l'heure, je me suis mis dans le bon état d'esprit pour essayer de prendre un maximum de lui, d'apprendre de lui, d'écouter, de regarder ce qu'il faisait, de m'inspirer de lui. Si j'avais eu comportement où c'est mon frère, il réussit, moi je réussis pas, c'est pas cool. Si j'avais mis une once de jalousie, de choses comme ça, je pense que ça aurait été néfaste. Moi, j'avais que des bonnes émotions et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est vrai que même en général, il faut toujours s'inspirer des autres, regarder ce qu'ils font de bien et jamais se dire ah non moi j'ai pas ça. Non, c'est plutôt lui il a réussi ça, il est là, comment il a fait? Et moi ça a toujours été ça, de me poser la question comment il fait. Moi je veux faire la même chose, donc je vais regarder, je vais lui demander des conseils. Et lui j'ai eu cette chance aussi qu'il a toujours été hyper bienveillant envers moi. Il a toujours eu envie de partager son savoir, de partager comme il le fait aujourd'hui avec vous, où il vous donne tous ses conseils. Et je pense que c'est une chance. Vous le voyez, comment il est Nico, il est dans le partage. Avec moi, il a toujours été comme ça aussi. Et puis j'ai eu cette chance aussi, parce que c'était le grand frère, il a aussi toujours su me dire les choses et pas prendre de pincettes. Je pense que ça, c'est aussi important d'avoir dans son entourage des gens qui vous disent aussi les choses. Et tout à l'heure, Lindsay a posé la question, ça fait quoi d'être entraîné par son papa? Moi, je l'ai aussi vécu. Et je pense qu'il faut aussi. Je ne m'en suis pas forcément rendu compte quand j'étais jeune. Je m'en suis rendu compte plus tard qu'il faisait beaucoup de choses. C'était pour mon bien. Des fois, il me rentrait dedans. Il était un peu dur avec moi, etc. Et quand j'étais petit, peut-être que je ne m'en rendais pas forcément toujours compte. Et je m'en suis rendu compte plus tard. Donc, c'est aussi. Vous braquez pas quand les gens vous disent, vos amis, vos proches ou vos entraîneurs vous disent des choses. Des fois, ça ne fait pas forcément plaisir d'entendre des choses sur le coup. Mais il faut savoir l'encaisser et savoir que derrière ça, on vous veut du bien et c'est pour vous faire progresser. Et donc voilà un peu pour répondre à ta question, pour ma part en tout cas.